Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers les regards de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Je suis Léandre Giotza, chercheur et collaborateur de la chaire UNESCO en paysage urbain et j'aurai le plaisir d'animer cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain. Aujourd'hui, on reçoit Eddy Nonon-Défaut, qui est étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal et aussi chercheur à la chaire UNESCO en paysage urbain. Bonjour Eddy. Bonjour Léandre. Ok, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler des questions d'intelligence artificielle, on va parler de mobilité urbaine et on va parler aussi d'un peu de participation. Donc déjà, Eddy, avant d'arriver à l'Université de Montréal, tu étais en Belgique. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment on passe de la Belgique à Montréal? Ouais, avec plaisir, Léandre. Donc, comme tu l'as dit en introduction, j'ai étudié entre 2021 et 2023. J'ai étudié à l'Université de Liège en Belgique, où j'ai obtenu une maîtrise en environnement, en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en voie de développement. Ouais. Donc, au terme de la maîtrise, je me suis rendu compte en fait que j'avais un bon bagage, sauf qu'il manquait quelque chose, en fait, dans ce que j'avais acquis comme compétences ou connaissances à l'Université de Liège. Donc, je me suis dit qu'il fallait donc que je complète cela avec les aspects liés au développement durable, puisque, comme je disais tantôt, j'avais étudié la gestion de l'environnement au sens large. Donc, je me suis dit non, il faudrait que je touche aussi un peu l'aspect lié au développement durable. Donc, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à me retrouver à l'Université de Montréal, parce que justement, à l'Université de Montréal, on a un programme de maîtrise en environnement et développement durable. Donc, voilà la principale raison pour laquelle je suis quitté de la Belgique pour le Canada, ou bien particulièrement pour l'Université de Montréal. Ok, super. Bah, ça fait un bon parcours en tout cas. Eddy, tu travailles un peu sur les questions. Bon, ici, dans ce podcast, on essaye d'aborder de manière générale les questions en lien avec l'aménagement de manière large, c'est-à-dire l'urbanisme, l'architecture du paysage, le design urbain et surtout le croisement avec les nouvelles technologies, Ouais. si on peut les appeler comme ça, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est 5G, tout ce qui est Internet des objets, etc. Donc, toi, tu travailles un peu sur les questions d'aménagement, de par ton background, mais aussi d'intelligence artificielle, Oui, et spécifiquement de la mobilité urbaine. oui. Du coup, en quoi ça consiste exactement? En fait, lorsqu'on parle de mobilité urbaine, de façon simple, c'est la- se déplacer d'un point A à un point B. Sauf que dans le cas de la mobilité urbaine, c'est vraiment dans le contexte urbain. Parce que Ouais, si on quitte d'un point A pour aller dans une autre ville qui est dans un point B, c'est plus la mobilité urbaine, c'est ouais, vraiment la mobilité interurbaine. Donc, de façon basique, à première compréhension, la mobilité urbaine, c'est l'ensemble des déplacements qui se font mm, dans un centre urbain d'un point A à un point B pour diverses raisons. Ça peut être le travail, juste se déplacer, le tourisme. En fait, c'est vraiment ça l'idée de la mobilité urbaine. ouais, Ouais, se déplacer d'un point A à un point B. mm, Peu importe la raison pour laquelle on se déplace. Tant qu'on est dans le milieu urbain, on parlera de mobilité mobilité urbaine. urbaine, Ouais. ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi le lien avec l'intelligence artificielle? Oh ouais, en fait, ouais, il existe bien, du moins, il existe des liens. La vérité, c'est que de plus en plus, l'intelligence artificielle, moi, je dis qu'elle est devenue omniprésente. Mm, C'est pas que dans la mobilité qu'on retrouve des liens ou bien des utilisations de l'intelligence artificielle, que ce soit en finance, en économie, dans la santé, vraiment tous les secteurs de la vie quotidienne, ou bien tous les secteurs dont on doit se servir utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mm, mais la vérité, c'est comme je disais tantôt, c'est que vraiment tous les secteurs s'approprient les services de l'intelligence artificielle, justement parmi lesquels la mobilité. mm. Donc,
la mobilité aujourd'hui, quand on parle de mobilité associée à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de pas très, très visible. Ouais, Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. C'est pas très visible, sauf que ça existe. ouais. Ouais, déjà, avant que l'intelligence artificielle n'arrive, on parlait déjà de mobilité numérique avec Mmh. des objets comme Internet qui permettaient justement d'améliorer ou bien de mieux se déplacer, je vais dire ça comme ça. Donc, Mmh. l'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment venue révolutionner la façon dont nous nous déplaçons dans les centres urbains et même au-delà, quoi. Mmh, mmh Donc, mh. c'est vraiment ça le lien qui existe entre la mobilité et l'intelligence artificielle. Pour me résumer, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, va venir, je veux dire, réinventer la façon dont nous nous déplaçons, en Mmh, fait. mmh, Ouais. mmh. Et quand tu parles de réinventer, c'est quoi comme exemple concret, en fait, que tu as en tête, en fait, quand on parle de réinventer la mobilité? Ouais, l'exemple concret, c'est peut-être un exemple qui est personnel. Ouais. Ouais, c'est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça existait aussi peut-être déjà avec les outils numériques. Mmh. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est capable de quitter Montréal, aller à Barcelone sans échanger avec quelqu'un durant notre trajet. Ouais. Juste avec notre téléphone, on est capable de faire ce trajet. Arriver à Barcelone, par exemple, avoir un hôtel, avoir un restaurant, aller visiter un parc, sans jamais demander à quelqu'un comment est-ce que je fais pour arriver à tel endroit. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'angle dans lequel je vois la réinvention, en fait. C'est que par le passé, bah, pour quitter d'un point A à un point B, il fallait se renseigner, il fallait lire des plaques. Mais aujourd'hui, ça a un peu disparu. Sinon, ça a totalement disparu. On se déplace aujourd'hui sans avoir recours, ou bien on n'a pas nécessairement besoin d'être assisté par une personne Mmh. physique, quoi. Donc, c'est vraiment dans cet angle que je vois la réinvention. Au-delà de ça, il y a d'autres angles que je vois aussi. C'est un angle qui est tout de même questionnable, hein. Mmh. Bon, tout dépend de la position que chacun aura. Mmh. Beaucoup estiment aussi que l'intelligence artificielle va nous permettre de réduire les gaz à effet de serre. Mmh. Ouais. Même si, comme j'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui reste questionnable parce que de plus en plus, nous tous, nous sommes conscients que le transport représente l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, Mmh. du coup, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a comme l'impression que l'IA propose des solutions un peu moins polluantes. Mmh. Je préfère insister sur le fait que Mmh. c'est questionnable. Ouais. Donc, voilà un autre angle dans lequel l'intelligence artificielle peut réinventer la mobilité. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore au-delà de ces deux angles? C'est que aussi, justement, l'intelligence artificielle va aussi arriver comme une façon de se déplacer tout en restant sur place. Mmh. C'est un peu Bouger sans bouger, quoi. bouger sans bouger, justement. Aujourd'hui, on peut rester chez soi et aller avoir à manger sans se déplacer. Mmh, Donc, mmh mh. l'intelligence artificielle, c'est un peu ça, les réinventions, le fait de se déplacer en restant sur place. Donc, Mmh. comme tu as bien dit, bouger sans bouger. Mmh. Ouais, donc voilà un peu quelques angles sous Mmh, mmh lesquels mh. la réinvention peut. Ouais. Oui, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais surtout de l'échelle urbaine. Ouais. Je sais pas, par exemple, quand, c'est quoi comme exemple? Est-ce que, par exemple, quand je commande un taxi ou, quand je commande un bus ou, bon, pas commander un bus, mais quand je planifie mon trajet en bus, par exemple, est-ce que ce sont des éléments qui font intervenir de l'intelligence artificielle? Ouais, ça, c'est une très, très bonne question Mmh. qui fait beaucoup débat, même au niveau des plus grands chercheurs sur la question. C'est Mmh. que la limite entre l'utilisation de l'IA et l'utilisation du numérique n'est pas encore, du moins pour beaucoup de personnes, elle n'est pas encore bien définie. Mmh. Le fait de commander un taxi ne veut pas forcément dire que on utilise l'intelligence artificielle ou bien le fait de regarder son trajet sur Google Maps, c'est Mmh. pas forcément de l'intelligence artificielle. C'est vrai que particulièrement pour Google, aujourd'hui Google, peu importe la requête que tu vas envoyer à Google, c'est certain Mmh. qu'il y aura un peu d'IA, même quand comme je disais, parlant de requêtes, quand tu lances une requête, une demande à Google aujourd'hui, il y a d'abord la proposition de Gemini qui arrive. Mmh. Et puis, donc, la limite n'est vraiment pas très claire, sauf que
de plus en plus, on voit qu'avec l'intelligence artificielle, on a plus de capacités, surtout en ce qui concerne l'analyse des données. Parce que le trajet qu'on nous propose via Google Maps, par exemple, ce sont des grandes quantités de données qui sont analysées pour nous proposer le trajet le plus efficace, le trajet optimal. Donc, avec l'arrivée de l'IA, on aura la possibilité ou la capacité d'analyser de plus grandes quantités de données. Donc, tu as aussi parlé du transport avec les bus. Ça aussi, c'est quelque chose qui reste questionnable. Ben, je peux te prendre un exemple concret dans lequel on utilise l'IA dans le transport en commun, particulièrement ici à Montréal. Par exemple, au niveau du métro de Montréal. On voit de plus en plus, si quand tu arrives au métro, il y a des écrans qui indiquent l'heure du bus. Mais si tu regardes aussi avec beaucoup de précision, tu vas voir, il y a comme les rampes du métro, les différents wagons du métro, avec des bonhommes. Les bonhommes, en fait, ils ne peuvent pas, mais ils indiquent en fait que telle rampe est plus remplie qu'une autre. Donc, ça donne donc la possibilité à l'usager d'aller vers un wagon plutôt qu'un autre en fonction de l'affluence. Ça, c'est une IA qui a été développée pour capter en fait l'affluence dans les métros. Donc, ça, c'est un projet qui a été développé par la STM. Donc, voilà vraiment une utilisation concrète de l'IA dans la mobilité. C'est-à-dire que l'usager qui arrive au métro peut facilement se dire non, je vais vers la rampe du fond ou bien vers le wagon du milieu ou bien celui du fond parce que grâce à une IA, on a pu capter l'achalandage dans les différents wagons. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Il y en a tant d'autres. Et une autre chose que je veux mentionner aussi, c'est que l'IA aujourd'hui intervient dans la mobilité à deux niveaux. Au niveau de la planification du transport et même du territoire et au niveau opérationnel. Un exemple comme celui que j'ai pris précédemment est plus au niveau opérationnel. Ouais. Mais il faut savoir aujourd'hui que grâce à l'IA, on peut davantage organiser le territoire, planifier le territoire de façon plus efficace, grâce à la planification numérique intelligente. Donc, voilà encore où l'IA peut est utilisée de façon concrète. Sauf que, comme j'ai dit au début de cette partie, c'est pas très clair. Les utilisateurs ne savent pas où il y a l'IA. Donc, il faut vraiment avoir lu ou bien fait de recherches un peu avancées pour voir à quel niveau est-ce qu'il y a ou non l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, c'est vrai que tu parlais au niveau de la planification et du niveau opérationnel. Oui. Mais je pense que ce que monsieur et madame tout le monde se rend compte, c'est vraiment ce côté opérationnel ou du moins où on peut aisément se rendre compte qu'il y a de l'implication, de l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est vraiment au niveau opérationnel. Oui. Et je vais te prendre par exemple quelques exemples aussi pour qu'on en débatte. Le premier élément le plus visible qu'on pense à la mobilité et l'intelligence artificielle, ce sont les voitures autonomes, par exemple. Oui, voilà. Oui, ça, justement. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus... Monsieur, tout le monde, on a vu des cas avec des modèles de voitures de plus en plus, qui utilisent des algorithmes de plus en plus performants pour rendre autonome la mobilité de manière générale. Quelle est un peu ta vision sur le sujet? La vérité, c'est qu'il faut déjà garder à l'esprit, lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle, qu'il y a deux grands courants de pensée. Ça, c'est vraiment ma façon de voir l'IA, les pros et les contre IA. Donc, tout dépend. Et il y a les neutres comme moi, quoi. Ah ouais, toi, tu es neutre. Ça, c'est super. Ouais. Donc, comme je disais, il y a les pros et les contre. Et comme tu as dit, les neutres aussi. Sauf que les neutres, je sais pas trop. Mais bon, c'est toujours une position. Tant mieux. Donc, les pros et les contre, lorsque tu vas aborder la question avec, je dirais, un pro IA comme moi, moi, je te dirais justement que c'est une façon peut-être plus sécuritaire. Ouais, les pros IA, nous, on va vous dire que les voitures autonomes sont plus sécuritaires. Même s'il y a d'autres enjeux qui viennent à côté, ça, il faut garder à l'esprit. Il y a la question de la sécurité et il y a aussi la question des gaz à effet de serre parce que les voitures autonomes, en fait, peuvent être partagées plus facilement parce qu'avec son téléphone, on peut facilement commander la voiture et ça facilite le partage des voitures. Donc, le concept d'auto-solo pourra probablement ou bien même certainement disparaître si on se retrouve de plus en plus vers les voitures autonomes ou intelligentes. Voilà un peu de arguments que je pourrais émettre pour défendre la voiture autonome. Mais je reste aussi
prêt à recevoir les critiques des contre-IA et peut-être en débattre. Peut-être que tu me donneras 2-3 critiques et on pourra discuter. Ouais. Oui, mais justement, ceux qui seraient contre, moi je rappelle que je suis neutre, donc je connais un peu la position des pour et des contre. Effectivement, ceux qui sont contre la voiture autonome avancent comme argument, on a vu les récents incidents, je ne vais pas citer les modèles, mais les récents incidents de voitures autonomes qui ont perdu le contrôle comme ça à n'importe quel moment de la circulation. Et après, ça soulève aussi une question de responsabilité, qui est responsable en cas d'accident, qui est responsable en cas de défaillance. Je prends par exemple le cas de... Laissons même les voitures individuelles. Prenons par exemple un camion de pompiers ou une ambulance, par exemple, qui est autonome parce que c'est du service aux citoyens. Et que pendant un trajet, cette voiture-là a une défaillance et un accident qui aggrave, par exemple, la blessure de quelqu'un qui était justement en train d'être transporté pour l'hôpital, ou un camion de pompiers qui se trompe de direction et va d'un autre côté de la route à cause d'une erreur de calcul. Donc, c'est quand même... Il y a principalement l'argument de qui est responsable en cas de défaillance. Oui, je suis totalement d'accord. Et je pense que mon accord se trouvait dans le fait que j'insiste toujours qu'il y a des critiques qui peuvent être portées à cela. Après aussi, il faut savoir que l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Ça, c'est quelque chose que les pro-IA aussi, nous, on comprend, c'est que l'IA ne fait pas tout. La vérité, c'est que derrière chaque IA, il y a un être humain. Ça, c'est comme ça que moi, je conçois l'IA. La voiture autonome ne tombe pas du ciel. C'est une organisation, c'est une société qui décide de mettre sur pied des taxis autonomes, par exemple. Ou bien, si tu parlais tantôt d'un camion de pompiers, c'est par exemple la caserne de Côte-des-Neiges ou bien de Montréal ou bien de, je sais pas, de tel quartier qui certainement pourra être sur la responsabilité de la ville de Montréal. Donc moi, même s'il n'y a pas de responsabilité directe du fait que c'est par exemple Léandri qui est dans la voiture, donc il porte la responsabilité, je pense qu'il y a un niveau de responsabilité qu'on pourra quand même appeler ou bien définir comme responsabilité indirecte. Il n'y aura pas de voiture autonome ou de train autonome qui n'appartiennent à personne. C'est ça. Même si elles n'appartiennent pas à une personne physique, il est clair qu'elle appartient à une personne morale. Donc, au moins, on pourra, s'il faut poursuivre quelqu'un, peut-être poursuivre la personne morale. Donc, mais qu'est-ce qu'il arrive, par exemple, si dans le cas d'un accident, qui devient la personne morale? Est-ce que c'est celui qui a conçu la voiture? C'est celui qui a acheté le véhicule, ou alors... naturellement, je pense que c'est une question qu'il faudrait peut-être qu'on aborde avec ceux qui sont dans les questions de droit. Mais pour ma petite expérience, ma petite connaissance, je pense que si, par exemple, je veux prendre un cas concret, Léandri a acheté une voiture autonome qui va le laisser au travail, aller porter son fils à la garderie, aller déposer madame à son travail, la voiture elle appartient à Léandri. Maintenant, si c'est une voiture des pompiers qui pourra être probablement sous la responsabilité de la ville de Montréal, je suppose que logiquement, elle est sous la responsabilité de la ville de Montréal. Par contre, si c'est un taxi autonome qui appartient à la société X, la société X en a 200 dans la ville de Montréal, naturellement, je pense que la responsabilité pourra être portée à la société X. Je ne sais pas si c'est... Oui, non, je suis d'accord avec toi. Peut-être aussi prendre un autre cas ou un autre exemple, si on peut appeler ça comme ça. Il y a de plus en plus de villes dans le monde, par exemple, qui, comme tu le disais, juste pour rappel, la technologie d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui permettent d'optimiser des processus, etc. Et justement, dans l'optimisation, beaucoup de municipalités essayent, par exemple, de gérer les feux de circulation. Tu vois? Parfois, les feux de circulation, quand ils sont programmés, c'est pour des intervalles de temps prédéfinis en fonction peut-être des heures de la journée, etc. Et parfois même, sur certains axes, quand il y a des bouchons, tu vas voir qu'il y a des agents de la police qui viennent pour en appui et tout. Donc, je me dis, dans l'optimisation, il y a de plus en plus de villes qui misent, par exemple, sur des algorithmes avec des caméras qui vont ajuster le trafic
automatiquement en fonction des flux, de la densité, etc. Ça aussi, c'est une autre forme d'intelligence artificielle dans la mobilité. Ouais. Je vais te prendre même un exemple concret qui vient d'arriver au Québec. Ouais. En fait, c'est la ville de Québec, justement parlant des feux de circulation, qui a donc développé, qui est sur un processus de développement de feux intelligents. C'est-à-dire que grâce à des intelligences artificielles, ou bien particulièrement peut-être des capteurs, je peux me tromper, mais je pense que c'est des capteurs qui, en fonction du trafic, vont pouvoir activer le feu vert. C'est-à-dire que nous sommes dans un carrefour. Si à droite, on a quatre voies. Si dans les 3 premières voies, c'est vide, alors que le feu empêche à celui qui est à la 4e voie d'avancer parce qu'il est au rouge, grâce à l'intelligence artificielle détecte en fait que c'est vide et il déclenche le feu vert automatiquement, permettant ainsi de rendre plus fluide le trafic. Parce qu'il y a justement des rues qui sont moins fréquentées ou plus fréquentées que d'autres. Donc, avec des IA, on peut davantage regarder l'achalandage ou bien le trafic sur les voies et déclencher automatiquement les feux en fonction comme je disais, du trafic. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui vient d'arriver. Bon, quand je dis très nouveau, c'est très nouveau peut-être au Québec, parce que d'autres pays sont très, très avancés. Mais la ville de Québec City, comme je te disais tantôt, il y a comme 1 mois ou 1 mois et demi, c'est vraiment lancé dans ce projet-là. Aussi, un autre cas qui est très proche de nous, c'est le cas de la ville de Laval. En fait, la ville de Laval utilise ce qu'on appelle les jumeaux numériques. C'est vraiment la conception numérique de tout le territoire pour faire en sorte que à chaque fois qu'on aura un grand camion, le monsieur avec qui j'ai discuté de la question, il parle de 53 pieds, qui est proche d'un feu, automatiquement le feu il va au rouge. Parce qu'on sait que le temps que le camion prend sur place, déjà, il émet un peu plus de gaz à effet de serre et le trafic va augmenter parce que lui il prend plus de place. Donc, grâce à des IA, on peut détecter automatiquement que là, il y a un 53 pieds, un camion très grand. On fait passer prioritairement le camion pour libérer un peu le trafic. Donc, voilà quelques exemples concrets de l'utilisation de l'IA dans les feux de circulation. OK. Mais du coup aussi, quand on parle de mobilité de manière générale et quand on parle d'IA, je pense que ceux qui nous écoutent auront l'impression qu'on parle de l'IA comme une entité, en fait. J'aimerais aussi que on essaye de décomposer un peu qu'est-ce qu'on entend par IA, en fait, quand on parle de la question de la mobilité. Parce que je pense que c'est quand même plusieurs éléments qui entrent en jeu dans une incohérence, quoi, de la captation de l'information, du traitement à la prise de décision finale de manière générale. OK, qu'est-ce que ça... En fait, quels sont les éléments qui entrent justement dans cette chaîne de valeur-là quand on parle de mobilité? Quand on prend par exemple le cas des feux de circulation, par exemple, ou autre chose. Quels sont les différents éléments qui entrent dans la... Super. Déjà, moi, personnellement, j'ai subdivisé l'IA en 2. Moi, personnellement. Il y a ce que j'appelle l'IA théorique et ce que j'appelle l'IA pratique. L'IA théorique, c'est tout ce qui est gouvernance, enjeux éthiques, vraiment tout ce qui est théorique, vraiment dans ce sens-là. Et il y a l'IA que j'appelle pratique ou technique, à savoir le développement de l'algorithme en lui-même. C'est ce que j'appelle l'IA pratique. Maintenant, dans le processus, je veux donc te donner le processus pour ma part en fonction de l'IA théorique ou pratique. Au niveau de l'IA pratique ou technique, c'est vraiment un processus que je définirais en 3 étapes. Il y a la première étape qui consiste à capter les données, peu importe la nature des données. Ça peut être une image, ça peut être vraiment les données. Je préfère laisser ça comme ça, vraiment capter les données. Et il y a la deuxième étape qui est le traitement des données. Et c'est vrai que ce sont des étapes qui ne sont pas visibles, je dirais, on ne verra jamais comment ChatGPT est en train de traiter une requête. Ça, je prends un peu le cas de ChatGPT. Si je demande, par exemple, à ChatGPT, je viens d'arriver à Montréal, comment je fais pour me rendre, je sais pas, à Service Canada à Montréal? ChatGPT reçoit l'information ou la donnée qui est ma demande. Elle traite, ChatGPT, l'intelligence artificielle, elle traite ma donnée et puis elle me produit un résultat. Donc, voilà un peu les 3 étapes. C'est vraiment recevoir l'information ou les données, traiter ces données et puis produire un résultat. Voilà un peu pour moi
comment je vois les différentes étapes de développement ou bien avec lesquelles l'IA est utilisée. Si je prends, pour revenir dans le cas des feux de circulation, puisque c'est de ça qu'on parlait tantôt, c'est vraiment, comme je pense que je l'ai déjà aussi abordé quand j'intervenais tantôt, c'est vraiment capter le trafic sur la route, détecter un 53 pieds, par exemple, envoyer l'information, traiter l'information et puis ressortir l'information, traiter qui est activé le feu vert. Donc, c'est vraiment... Oui, mais du coup, maintenant, dans la captation de l'information, quel est l'élément... parce que l'IA, c'est pas de l'invisible. Bon, il y a l'invisible qui est, comme tu le dis, l'algorithme, le traitement, tout ce qui se fait un peu en back-end, etc. Mais il y a quand même des éléments physiques qui permettent justement de capter l'information. Oui, justement, c'est ce que tu as un peu abordé en introduction, les internets d'objets, les capteurs. De plus en plus, on a... je profite même aussi, peut-être que tu as prévu l'aborder. Ça soulève aussi beaucoup de questions. Le fait qu'on ait beaucoup de capteurs dans les villes, des caméras, les téléphones connectés. En fait, c'est vraiment ces outils-là qui sont les outils physiques de collecte de l'information. Le fait même d'être sur son téléphone en train de visiter un site internet, je sais pas quoi, c'est une forme de données qui pourra être collectée. Donc, les outils concrets physiques qui permettent d'avoir la donnée, c'est les caméras, les capteurs, les appareils intelligents que nous avons, mon téléphone et tout ce qui va avec. Voilà un peu ces outils beaucoup plus physiques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, probablement oui. Mais sous le coup, je te parle de ces outils-là. OK. Donc, effectivement, juste pour revenir un peu à ce qu'on disait, qu'on parlait de véhicules autonomes, je vois que tu as brossé aussi certains éléments, comme sur les questions environnementales, etc. Ça fait quand même comprendre que il y a certes des éléments positifs par rapport à toi qui es pro intelligence artificielle. Il y a ces éléments positifs là, optimiser le trafic, réduire les gaz à effet de serre entre guillemets. Mais quand même, est-ce que pour le secteur de la mobilité de manière générale, la mobilité urbaine, est-ce qu'il y a des enjeux qui se dégagent par rapport à ces outils d'intelligence artificielle? Justement. Bien qu'étant pro-IA, je reconnais qu'il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour de l'IA et la mobilité. Parmi ces enjeux, il y a notamment, je vais te parler, la question des inégalités ou de la marginalisation. En fait, les solutions qui sont apportées par l'intelligence artificielle créent comme une forme de discrimination pour plusieurs raisons. Sur lesquelles je vais un peu revenir. En fait, dans un milieu urbain, c'est pas tout le monde qui a la capacité ou la connaissance nécessaire pour utiliser, je sais pas, une application mobile pour commander un taxi ou bien pour trouver un trajet. Donc, ça crée comme une forme de discrimination ou d'inégalité. Donc, voilà déjà un enjeu, l'enjeu de l'inégalité dans les solutions proposées. Un autre enjeu aussi, c'est l'enjeu de la protection des données. Parce que justement, comme on parlait tantôt, l'IA fonctionne grâce à des données et certaines données sont collectées sans que le producteur de données ne soit au courant. Donc, ça, c'est un autre enjeu. C'est vrai qu'au niveau du Québec et partout ailleurs, il y a des lois qui encadrent la protection des données personnelles, notamment la loi, je pense c'est la loi 25 ou C25 au Québec qui encadre ces activités-là. Mais bien qu'il existe ces lois, les utilisateurs ou les citoyens continuent davantage de s'inquiéter par rapport à l'utilisation de leurs données. Donc, déjà, je parlais de la marginalisation ou les inégalités, merci. Il y a la question des données et aussi on a la question, c'est un peu un point qui est redondant, mais il y a aussi la question des enjeux environnementaux, justement. Voilà un peu les trois grands enjeux. C'est vrai qu'en allant plus en détail, on trouve beaucoup d'autres enjeux, mais question mobilité, pour répondre concrètement à ta question, il y a la question d'inégalité, la question environnementale et la question des données. Et aussi, une autre question que, ça c'est par rapport à mon expérience personnelle, c'est la question de comment est-ce qu'on implique les citoyens.
Parce que de plus en plus, on nous parle d'intelligence artificielle inclusive ou démocratique. Mais parfois, quand on va sur le terrain, on a comme l'impression que l'inclusivité n'est pas trop observée. Donc voilà un peu, pour me résumer, les 4 grands enjeux que je résumerai en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça, c'est les enjeux vraiment un peu moins, quoi, du moins négatifs. Je comprends. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, ça me renvoie aussi au scénario de l'ambulance, par exemple, qu'on donnait tout à l'heure. C'est que, effectivement, quand tu parles d'inégalité, ça me fait penser que il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire, il y a la dimension de l'outil lui-même qui est la voiture autonome, par exemple, l'ambulance. Prenons le cas du scénario de l'ambulance autonome. Oui. Et comme tu l'as dit, ça repose sur des infrastructures physiques. Oui. Il faut des caméras, il faut des capteurs. Il faut aussi, pour le cas spécifique des voitures autonomes, de la bande passante, parce que c'est de la communication permanente entre des capteurs et de la voiture pour savoir comment l'environnement urbain est construit, etc. Et quand on parle d'inégalité, et même spatiale, on peut se rendre compte dans une ville où il y a des quartiers où des ambulances autonomes, justement, ne peuvent pas accéder parce que le réseau, je ne sais pas moi, quand ce sera possible, si on sera à 8G ou à 10G, je ne sais pas moi quoi, le réseau 10G n'est pas disponible dans ce secteur. Donc, il y a quand même des enjeux, comme tu le dis, à côté de ça, qui sont aussi des enjeux sociétaux. Des enjeux de société, est-ce qu'on est pour de l'intelligence artificielle ou pour une ville avec des capteurs, des technologies partout parce que les données exactement sont collectées sans qu'on ait ce consentement ou bien sans qu'on ait conscience de cela et que après ce soit revendu et ça nourrisse une machine capitaliste polluante, etc. Donc, comme tu le disais, ça renvoie à une question aussi qui est celle de la gouvernance maintenant et qui est celle de la participation. Justement. Et justement, est-ce que toi, tu vois justement la participation comme un moyen de mieux, encadrer ou de mieux organiser le déploiement de l'intelligence artificielle dans les territoires? Super, Landry. Très, très belle transition. Très, très belle transition. Mais avant de te répondre, pendant que tu étais en train de préparer ta transition avec tous ces détails, il y a un super enjeu qui m'est revenu à l'esprit et dont je me suis dit, je ne saurais terminer ce podcast sans l'aborder. C'est un point qui concerne les enjeux éthiques aussi. Et particulièrement en ce qui concerne un peu les voitures autonomes. Et je prends toujours l'exemple d'un professeur de l'Université de Montréal, Martin Gilbert, qui, dans son cours, prend toujours l'exemple de si une voiture autonome est sur la route et qu'elle doit choisir entre bousculer une personne âgée et une personne moins âgée, quel est le choix qu'elle devrait faire, en fait. Donc ça, c'est une question qui remet vraiment sur la table la question des enjeux éthiques. Et bien qu'étant, comme je le dis toujours, pro-IA, j'avoue que c'est une question qui reste très difficile à répondre. Parce moi, j'ai pas d'argument pour avancer, pour soutenir que la voiture autonome devrait prioriser la personne âgée plutôt qu'une personne moins âgée. J'ai vraiment pas d'argument pour soutenir ce choix-là. Donc, je voulais juste remettre en perspective cette question d'enjeu éthique entre le choix de sacrifier une personne plus âgée ou une personne moins âgée, qui reste vraiment un peu très, très en suspense lorsqu'on parle justement de véhicules autonomes ou bien de voitures autonomes de façon générale. Donc ça, je voulais juste un peu préciser que moi, en tant que pro-IA, c'est une question sur laquelle j'aimerais aussi, peut-être que toi, c'est un podcast, tu peux aussi me donner un argument. Oui, mais moi, je me dis juste que, deux choses. Dans un premier temps, c'est de se dire, c'est une question large. Dans le sens où elle ne se pose pas seulement aux IA, mais c'est aussi aux humains. Dans le sens, en tant qu'humain, dans une situation pareille, il y a un choix à faire. Et ne pas faire un choix, c'est un choix. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a la question de la responsabilité. C'est qu'en tant qu'humain, je suis responsable de mes actes volontaires ou involontaires. C'est-à-dire, tu peux être enfermé pour un homicide involontaire. C'est-à-dire un acte que tu as posé indirectement
causes du tort à un tiers et tu te retrouves en prison. Mais le truc avec les technologies de manière générale, selon moi, c'est que c'est un environnement concret. Oui. Et un environnement dans lequel tous les possibles sont connus. Oui. Parce que ce sont des paramètres Oui. et ce sont des mathématiques. Oui. C'est-à-dire, si le choix est fait dans le cas de l'accident de renverser la personne plus âgée, Oui. c'est selon des paramètres prédéfinis ouais. qui reposent peut-être sur des probabilités de se dire dans ce contexte-ci, je ne vais pas dire, je ne vais pas m'étendre dans les détails, oui. Mais c'est juste de se dire que oui, dans ce cas-là, la probabilité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire taux de survie, etc., fait que l'option la plus favorable selon les paramètres prédéfinis, c'est de renverser X ou Y. Oui. Mais maintenant, là, ça fait que c'est un problème dans le sens où ça met hors du jeu tous les paramètres qui n'ont pas été calculés et tous ces paramètres qui parfois sont fonction du moment. Oui. Ça veut dire, OK, il y a un choix, certes, entre renverser X ou Y, mais il y a le choix de ne renverser personne. Il y a le choix de renverser les deux. Pourquoi? Il y a le choix, je sais pas moi, de se dire, laisser le destin décider, tu vois. Ouais. Mais quand on programme un algorithme, ces possibilités-là ne sont pas envisageables, dans le sens où ce sont des calculs. C'est pour ça qu'on dit, en fait, l'intelligence, c'est là où la limite même de l'intelligence est démontrée empiriquement, si on va dire ça comme ça, dans le sens où l'intelligence, c'est la capacité de décider seul, en libre conscience, etc. Mais pour une machine ne décide pas. Seul. Ouais, je suis une machine fait des calculs et par rapport aux résultats de ces calculs, même la manière de faire les calculs est déjà prédéfinie à la base. Parce que les calculs qu'elle va opérer, ce sont des calculs qu'elle est définie pour pouvoir opérer. Les décisions qu'elle va prendre, ce sont des décisions qui s'appuient sur les résultats de calculs qu'elle a opérés à partir de paramètres qu'on a définis à la base. Donc, ça veut dire c'est un univers trop restreint, en fait, dont les contours sont trop précis et justement qui met de côté d'autres possibilités qu'un humain pourrait décider de prendre et d'assumer par la suite, tu vois. Mais non, merci beaucoup pour l'explication. Donc, en gros, dans chaque intelligence artificielle, il y a, quel que soit ce qu'on va dire, un humain qui est derrière, quoi. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bon, il y a des humains. Bon, il y a quelqu'un qui a défini un groupe de personnes qui ont défini des paramètres clairs. Super. D'accord. Pour moi, ça va. Maintenant, on parlait de la question de la participation, de la gouvernance, etc. Oui, est-ce que tu peux, j'avoue que c'est vrai que c'est ce que je dis, c'est que je sais que toi, tu travailles aussi sur les questions de participation en mobilité. Et effectivement, par rapport à tous ces enjeux qu'on essaye d'aborder ensemble, est-ce que pour toi, c'est vrai, c'est cette question de la participation qui est une solution par rapport à mieux encadrer ou à mieux gérer tout ça, en fait? Ouais. Je pense que, il doit y avoir plusieurs solutions, parmi lesquelles la participation, parce que, je pense personnellement que c'est plus facile pour quelqu'un de craindre quelque chose je veux dire, c'est plus difficile de craindre ce qu'on ne connaît pas. On ne craint pas ce qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire que si moi, en tant que citoyen, je comprends juste de façon théorique que mes données sont collectées, c'est normal que je craigne. Par contre, si j'ai l'occasion qu'on m'explique comment est-ce que mes données sont collectées, pourquoi est-ce que mes données sont collectées, et peut-être même les mesures qui sont mises sur pied pour assurer la protection de mes données, c'est tout à fait logique que je veux craindre moins. Mais comme je te disais tantôt, si c'est juste de façon théorique, mes données sont collectées, je suis même pas au courant, je dois craindre moins. Pour dire quoi? Pour dire que dans tous les cas, que la participation reste l'une des solutions pour résoudre ou bien pour apporter des éclairages aux différents enjeux que nous avons abordés tantôt. Et du coup, comment toi tu vois cette participation-là? Comment elle se formule, comment elle se construit?
Ouais, justement. Le problème avec la participation aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de projets d'IA et mobilité, et même pas seulement, dans l'IA, la participation dans les projets d'IA, euh, on observe beaucoup plus ce qu'on appelle la participation de façade. En fait, les développeurs de ces solutions, euh, quand ils décident eux-mêmes d'impliquer les citoyens, c'est un peu plus comme des consultations symboliques. C'est juste pour se dire, ah bah, on avait impliqué les citoyens. Alors que pour un sujet comme l'IA, et au vu de ce que les acteurs de la participation proposent, que ce soit par exemple, dans la déclaration de Montréal, ça, c'est pas un acteur de la participation. Je prends juste une référence pour montrer comment est-ce qu'on doit impliquer les citoyens. C'est que la déclaration de Montréal parle, dans ses 10 principes, parle en son principe, c'est d'une participation démocratique dans les solutions ou bien dans le développement de l'IA. Quand on dit démocratique, ça veut dire que l'ensemble des acteurs participent de la même façon. C'est-à-dire, si pour développer une IA, on doit avoir une phase d'idéation, c'est un projet de conception, de concrétisation, peut-être de décision, tous les acteurs doivent intervenir à ces différentes étapes-là. Sauf que, comme je te disais, aujourd'hui, la plupart des projets, pour ceux qui, parce que la question de la participation est vraiment très, très limitée jusqu'ici, pour ceux qui prennent quand même les initiatives de participation, ils se limitent qu'à la consultation publique. De se dire, OK, on veut développer une IA, OK, 2-3 questions, donnez votre avis, mais c'est pas en fait ce qui devrait être. Ce qui devrait être pour les projets d'IA, comme je te disais, c'est vraiment, on devait impliquer les citoyens ou bien la participation devrait intervenir au niveau de l'idéation. C'est-à-dire, si par exemple, on décide, nous sommes à Montréal, d'avoir des ambulances autonomes comme tu en as abordé tantôt, c'est vraiment au moment où on en pense à ce projet, ça doit être avec les citoyens, les utilisateurs. Au moment où on décide de se dire, OK, on va se lancer, les citoyens doivent être là. Au moment où on commence à, je sais pas, commander les premiers, développer les premiers modèles et tout, les citoyens doivent être là. Et même au moment où on prend la décision finale de se dire, on lance le projet, les citoyens doivent être là. Sauf que ceci, c'est quelque chose qui les citoyens à leur niveau aussi, ou bien, je vais dire, les développeurs pensent que le citoyen n'a pas les connaissances ou les compétences nécessaires pour pouvoir participer à ces différentes étapes. Mais moi, je dis généralement que c'est pas très vrai parce que les citoyens ont des connaissances de par leur expérience que les techniciens ou bien je vais dire les experts n'ont pas. Donc, développer une IA dans laquelle on a à la fois tous les acteurs, les citoyens, les acteurs gouvernementaux, par exemple, les organisations qui développent, les experts, je ne sais pas si j'ai déjà cité les experts, donc les citoyens, les experts, les acteurs gouvernementaux et les organisations, les avoir ensemble autour du développement d'une IA, c'est vraiment ce qui doit être. Mais du coup, juste pour comprendre aussi, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu définis un peu l'IA de manière théorique et de manière pratique. Oui. Mais dans ces différents champs-là, la participation intervient aussi dans ces différents champs. Et la forme de participation, comment tu la vois? Je dis dans le sens où, par exemple, un gouvernement, que ce soit un État national, fédéral, municipal a aussi, entre guillemets, la responsabilité d'encadrer la manière dont l'intelligence artificielle est déployée dans le territoire, c'est-à-dire quel usage on en fait, quel usage on n'en fait pas, comment on le fait, etc. Ça aussi, je pense que ça implique aussi une forme de participation. Maintenant, il y a aussi la partie pratique, comme tu la disais, la participation dans le développement des outils concrets, c'est-à-dire la participation dans la régulation et dans le développement. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, entre ces formes de participation? Il y a une nuance entre les deux? OK. Dans tous les cas, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de la participation, qu'elle soit au niveau théorique, comme j'ai dit, ou au niveau technique, c'est de la participation. Sauf que, une fois de plus, avec l'IA,
il faut aller au-delà de la participation ou de la consultation traditionnelle. De se dire, par exemple, les habitants du quartier X, vous êtes invités dans telle salle, à telle heure, pour une campagne de consultation publique sur les feux intelligents dans votre ville. Il faut aller au-delà de cela. Ça ne marche pas. Du moins, ça marche moins. Il faut aller au-delà de cela et toucher aussi ce qu'on appelle des ateliers participatifs. Où, plutôt que, en termes de consultation, c'est vraiment, on est dans une salle, on pose des questions, chacun donne son avis. On peut aussi décider de faire des ateliers durant lesquels les citoyens se mettent en petits groupes, ils construisent des idées, ils émettent des idées, ils proposent des idées. Ou même encore aller au-delà des ateliers, avoir par exemple, que ce soit, tu as parlé tantôt du municipal, du fédéral et du provincial. Du national, ouais. Oui, national, je suis resté un peu au Québec, oui. Donc, on peut aussi avoir des comités citoyens à ces différentes échelles-là. C'est-à-dire, au niveau municipal, on a un comité citoyen de développement de l'IA qui travaille sur ces questions. Au niveau national, pareil, au niveau fédéral également. Donc, pour répondre de façon concrète à ta question, je disais en début que il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de la participation. Donc, que ce soit au niveau théorique ou pratique, c'est de la participation. Sauf qu'il faut aller au-delà de la consultation traditionnelle, qui est ce que toi et moi, on connaît, à inviter des gens à venir s'asseoir, donner leur avis. Et de plus en plus, l'IA a même quelque chose de... un plus, c'est que grâce à l'IA, on peut même faciliter la participation. Je vais te prendre un exemple concret. Donc, c'est-à-dire utiliser l'IA dans les processus de participation cette fois-ci. Oui. Okay. Je ne sais pas si c'est un point que tu avais prévu pour nous, mais bon. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que l'IA, justement, peut faciliter aussi la participation. Tu sais, dans les formats de participation traditionnels, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de se lever et donner son avis sur une question. On peut, par exemple, dans une consultation publique traditionnelle, aborder une question et moi, je retourne chez moi, j'ai une merveilleuse idée qui me vient à l'esprit. La consultation, par contre, elle est déjà terminée. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, avec l'IA, on peut développer des outils qui nous permettent de faciliter la participation, venir donner son avis aujourd'hui, revenir après une semaine, donner un autre avis, peut-être voir les avis des autres citoyens. Donc, ce qu'on pourrait également faire, c'est vraiment de mettre ensemble différentes formes de participation. Se dire, OK, on va avoir des participations en présentiel, mais on va aussi avoir des participations en ligne et qui sont, par exemple, comment je vais dire ça? Rétroactif, de se dire tu peux aller et revenir. Donc, voilà un peu les possibilités qu'offre l'IA en ce qui concerne la participation. Donc, pour revenir une fois de plus à ta question, c'est tout dépend du format de la participation qui est mis sur pied. Vraiment, pour ce qui est IA et mobilité, et même IA de façon générale, il faut aller au-delà de la consultation publique traditionnelle. Ouais. Je pense que ça, c'est super pertinent comme point parce qu'effectivement, pour une technologie aussi ambivalente et aussi avec autant d'enjeux, quand même, il faut plus donner de pouvoir de décider ou de choisir aux personnes qui sont directement concernées, à savoir les citoyens. Et justement, je sais aussi que pour ton travail de maîtrise, tu travailles sur ces questions de participation en lien avec l'intelligence artificielle et la mobilité. Et tu travailles aussi sur des projets de recherche en lien avec ces questions-là. Qu'est-ce que dans tes travaux, en fait, qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce qui ressort vraiment quand tu explores ces questions intelligence artificielle et mobilité de manière générale? Je vais commencer par les points positifs. Ce qui ressort, c'est déjà que moi, je peux me tromper, mais je crois que je ne me trompe pas. C'est que l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup à la mobilité. Il y a vraiment du potentiel que l'IA peut apporter à la mobilité. Ça, c'est... Comme quoi, par exemple? Ça, on a déjà abordé, oui, les questions d'optimiser le trajet, les systèmes de partage avec la mobilité intégrée. De plus en plus, via une seule application, on peut avoir l'ensemble des
services de mobilité disponibles dans une ville. Par exemple, moi, je viens d'arriver à Montréal. Grâce à mon application, je peux avoir du bus, je peux avoir un taxi, je peux avoir un Bixi, je peux avoir, je sais pas quoi, une agence de covoiturage grâce à une seule application. Ça se faisait déjà avec le numérique. Sauf que, comme je dis, l'IA va révolutionner cela. Ça, c'est un exemple concret. On a aussi parlé des feux intelligents. Donc, vraiment, l'IA, pour moi, c'est certain qu'elle va apporter à la mobilité. Sauf que, à côté de cela, il y a aussi un problème d'acceptabilité. Et ça, c'est par rapport à mon expérience dans mes travaux de recherche. Moi, j'étais appelé à discuter avec les municipalités ou bien les acteurs gouvernementaux. Et je me suis rendu compte que dans certaines zones, parce que je travaille sur l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal, notamment les zones qui sont un peu en dehors de Montréal, il y a vraiment un problème d'acceptabilité d'intelligence artificielle. Et je veux te prendre un exemple concret qui ressort de mes entrevues. Ça, c'est juste un exemple pour que ceux qui vont nous écouter comprennent. Je discutais avec quelqu'un sur les questions d'IA et transport. Et j'ai demandé à la personne, est-ce que vous informez les citoyens que vous êtes en train d'utiliser l'IA, par exemple, pour recevoir des appels? C'est une IA qui reçoit les appels. C'est grâce à un agent conversationnel qu'on peut se renseigner et tout pour avoir l'oreille du bus, des trucs comme ça. Et clairement, la personne m'a dit, s'ils sont au courant, ils vont décider de ne plus utiliser parce qu'ils vont estimer que l'IA va faire perdre le travail aux citoyens. Donc, il y a encore beaucoup de personnes et je pense que c'est beaucoup plus les personnes un peu éloignées vraiment du centre de Montréal qui sont toujours dans la région métropolitaine. Mais l'acceptabilité est un peu difficile pour eux, justement parce qu'ils sont dans cette optique de l'IA va remplacer l'homme. Est-ce que c'est faux? L'IA ne remplacera jamais l'homme. Pour moi, pour moi, l'IA ne remplacera jamais l'homme. Ok, ça me rassure. Oui, non. Au contraire, je pense même que l'IA vient avec d'autres opportunités, au-delà du transport. Je vais te prendre un autre exemple pour peut-être soutenir mon idée de l'IA ne remplacera pas l'homme. Je n'étais pas né dans les années 90, mais j'ai un peu discuté toujours avec des personnes. Quand Internet est arrivé, toi, peut-être que tu connais mieux que moi. Justement, les gens se sont posés beaucoup de questions sur est-ce qu'on n'aura plus, je sais pas, accès à quoi, alors qu'Internet est venu avec beaucoup d'autres opportunités, le e-commerce, on peut saisir, on peut envoyer des courriels. Ben, ce sont des opportunités. Donc, il faut se dire que l'IA viendra aussi forcément avec ces opportunités. Par exemple, les travailleurs, de développeurs de logiciels, des trucs comme ça, ce sont des opportunités qui vont arriver avec. Et dans tous les cas, pour te dire pas de plus, l'IA ne remplacera pas l'homme. Ok. Ouais, j'espère que j'ai répondu. Oui, non, je comprends. Donc, pardon, désolé. Donc, il y a ce problème d'acceptabilité sociale qui est très, très flagrant. Oui. Donc, même si nous, à notre niveau, on sait que bon, ça c'est en tant que pro. On sait qu'il y a des solutions. Il y a aussi un véritable problème d'acceptabilité sociale. En fait, l'IA est vu encore par beaucoup de citoyens comme un monstre. Ouais. Bon, après, c'est normal, en fait. Toutes les transformations viennent avec aussi leur lot de scepticisme, si on va dire ça comme ça. Et l'intelligence artificielle en particulier, c'est une technologie émergente avec du potentiel, comme tu le dis. Mais aussi des enjeux qu'il va falloir gérer, etc. Donc, bon, après, on peut soit, comme tu l'as dit, être optimiste ou pessimiste. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'avantages, d'opportunités, déjà même en termes d'avantages qui sont déjà visibles. C'est vrai qu'il y a parfois ce discours aussi très critique sur les technologies de manière générale, qui est vrai et qui est fondé, mais il y a aussi des avantages dans d'autres domaines. On parlait de la mobilité, par exemple. On parlait dans d'autres épisodes de ce podcast des questions de santé, des questions du changement climatique aussi pour modéliser le climat et tout. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie avec toutes ces opportunités-là, sauf que il faut encore une fois de plus penser à la régulation. Oui. Toi, tu mises beaucoup plus sur la participation pour que les personnes puissent effectivement décider de ce qui est fait avec ça. Donc, je pense que c'est un point intéressant. Je pense qu'on va peut-être sortir par là, à moins que tu aies aussi encore quelques points ou quelques éléments à ajouter pour conclure. Peut-être juste
appeler ceux qui ont le pouvoir de décider de ce que est ou bien de ce que sera l'intelligence artificielle à vraiment mettre en pratique le concept d'un d'IA inclusive, en fait. Oui, mais tu en fais partie, de ceux qui peuvent... Ouais, d'une certaine façon. C'est aussi l'une des raisons, peut-être qu'on n'a pas abordé, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de travailler dans ce secteur, parce que je me suis dit, je peux apporter ma modeste contribution au développement de l'inclusivité de l'IA. Je me dis, justement, j'ai commencé par la mobilité, peut-être que dans les années à venir, si de nouvelles opportunités se présentent, je pourrais explorer la question dans la ville de façon générale. Oui, donc vraiment, quand on semble qu'on développe plus des IA inclusives et responsables que des IA performantes, en fait. Il faut vraiment concilier performance, inclusivité et responsabilité. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Eddy. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci Léandris, le plaisir est vraiment partagé. Ouais, ce fut un très très bon moment que j'apprécie énormément. Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici et merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son magnifique studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia Plus, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique. Bye bye.